Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici. Merci à Cécile Kovachasi pour l'organisation de ce magnifique colloque. Je m'approche du micro. J'espère que mon exposé ne sera pas trop aride car je n'ai pas de PowerPoint. Donc probablement ça va vous demander une grande concentration. Dans cette communication, je propose d'examiner quelques mécanismes élémentaires de la domination systémique à laquelle les plus jeunes sont soumis. Je vais procéder à certaines définitions, même si on vient d'avoir quelques définitions intéressantes, j'aimerais un petit peu affiner certaines définitions. Là, je détermine des rapports sociaux de pouvoir et de domination et motive diverses discriminations. Ainsi, les individus sont traités différemment en fonction de leur âge, aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique. Les deux catégories de personnes, catégories aux délimitations parfois assez floues, donc les plus visées par les discriminations dites agistes, sont les âges extrêmes de la vie, à savoir les moins de 18 ans, autrement dit les mineurs au plan juridique, enfants et adolescents, et parfois même certains jeunes majeurs. Donc cela d'une part, et d'autre part, les personnes dites âgées. À ces âges extrêmes, on peut ajouter d'autres catégories de personnes qui subissent une forme d'infantilisation, c'est-à-dire de minorisation, voire de négation de leurs droits, de leur agentivité et de leurs aptitudes physiques, sensorielles, affectives, intellectuelles. Ce sont les personnes dites handicapées ou handicapées, malades, marginalisées. Et il me semble important de noter que dans cette dernière catégorie figurent les femmes en contexte de maternité, c'est-à-dire les mères, cette catégorie constitue une minorisation qui a inéluctablement une influence sur la façon dont sont traités les enfants. La domination que subissent les mères, et dont la description nécessiterait une communication à part entière, et celle que subissent les enfants définissent une autre structure de domination, qu'il me paraît important de mentionner ici, c'est la domination patriarcale. Formule que j'assume d'employer dans notre contexte contemporain et occidental, même si cela ferait probablement saigner les oreilles d'un Emmanuel Todd qui ne tolère pas que la notion de patriarcat soit étendue aux sociétés dingo, traduction française de l'acronyme WEIRD pour Western Educated, Industrialized, Rich, Democratic Countries. Pourtant, la domination que subissent les mères ruisselle sur les enfants, comme celle que subissent les enfants, remonte par capillarité aux mères. Donc pour commencer, j'aimerais faire quelques mises au point lexicales, en distinguant, comme d'ailleurs l'a fait Eleonora à l'instant, adultisme et... elle, adultocentrisme et adultisme, et moi, adultisme et domination adulte. Donc la notion d'adultisme se rapporte plus spécifiquement aux rapports sociaux entre les dits adultes, ceux qu'on dit adultes, et ceux qu'on dit enfants, ou les jeunes personnes. L'adultisme est un système de valeurs dans lequel les enfants occupent une place inférieure à celle des adultes dans la hiérarchie ontologique et juridique qui structure la société. La hiérarchie ontologique désigne la hiérarchie des êtres ou des catégories d'êtres dans leurs attributs généraux et implique une hiérarchie de leurs intérêts respectifs. La stratification s'effectue selon que l'on possède plus ou moins certaines aptitudes qui sont valorisées. La hiérarchie ontologique fonde et justifie une hiérarchie juridique, c'est-à-dire un système de droits différentiels. Dans une société adultiste, l'état pleinement adulte, entre 18 et 23 ans, selon que l'on poursuit des études ou pas, et 65 ans environ, est érigé en état de perfection, de complétude, d'achèvement et d'autonomie de l'être humain, ontologiquement supérieur à l'état d'enfant, caractérisé par son insuffisance et par la nécessité ontologique de son hétéronomie, c'est-à-dire la nécessité d'être dirigé et administré selon la loi et les intérêts d'autres que soi. Les sociétés adultistes distinguent ainsi un statut mineur, l'enfant, et un statut majeur, l'adulte, plutôt que d'admettre le principe égalitaire du statut unique de la personne, qui met tout être humain, quelle que soit sa condition d'âge, au même niveau de dignité et de droit. Donc, dans une perspective intersectionnelle, la domination adulte peut être vue d'une part comme une catégorie universelle, tous les humains passent par le stade ontologique de l'enfance, et d'autre part comme une structure matricielle permettant de modéliser d'autres formes de domination, par exemple des dominations de genre, de classe, de race, des dominations économiques notamment, et d'y appliquer un lexique et des descriptions relevant de l'enfance, de sorte que si l'on représentait les dominations comme une série ordinale allant des moins dominés aux plus dominés, dans le grand ensemble des humains, le sous-ensemble des enfants en serait la borne inférieure.
La domination adulte désigne plus spécifiquement les conditions matérielles, accompagnées de ces justifications idéologiques, ainsi que les mécanismes par lesquels les plus jeunes sont dominés, opprimés et dépossédés de leur agentivité par les adultes. La domination des adultes sur les plus jeunes s'exerce à travers un certain nombre de procédés matériels ou physiques qui sont naturalisés dans divers discours philosophiques, scientifiques, médicaux, puériculturels, éducatifs, sur une prétendue nature de l'enfant et sur les besoins supposés qui découlent de cette nature. Dans ce travail préliminaire, pour moi, il s'agit d'examiner 3 types de procédés qui regroupent une partie importante des comportements adoptés ou souhaités des adultes vis-à-vis des plus jeunes. Les conditions matérielles et physiques d'existence des enfants que ces procédés construisent sont des structures fondamentales de la domination adulte. Une analyse de la littérature ethnographique et anthropologique permet pourtant d'en montrer le caractère contingent et local et ainsi d'en remettre en question le caractère supposé nécessaire. Nota bene, par facilité, je vais souvent employer le mot « enfant », mais c'est un terme que je critique, car c'est une catégorisation oppressive, notamment ce qu'elle valide l'institution d'un régime d'exception pour les plus jeunes, un régime d'exception jusqu'à 18 ans. Donc un régime qui, bien qu'on souhaiterait qu'il exprime la sollicitude des adultes envers eux, justifie surtout a posteriori, dans le droit et l'éthique, une condition d'infériorité matérielle socialement construite. Toutefois, il ne s'agit pas pour moi vraiment d'abolir l'enfance selon la formule de Shulamit Firestone, et je ne renoncerai pas pour autant au mot enfance, même si je répugne à user du mot enfant, dans certains usages qui me semblent utiles et intéressants. Je l'évoquerai peut-être à la fin si j'ai le temps. Donc, premier procédé, séparer. Le premier procédé, de la Sparte antique à la métropole moderne, des villages du 2/3 monde, comme le désignent Gustavo Esteva et Madhusuri Prakash, au service de maternité occidentaux, les pratiques de séparation sont un invariant culturel des sociétés hiérarchisées, inégalitaires et guerrières. Dans les salles d'accouchement, il s'agit pour les sages-femmes et les obstétriciens, dès le fœtus expulsé de la matrice, de couper et de séparer avec empressement. D'abord de sectionner le cordon ombilical avant même qu'il ait cessé de battre, interrompant ainsi un processus physiologique de transfert de sang maternel vers le nouveau-né, puis de détacher la galette placentaire, s'il le faut, à l'aide d'ocytocine de synthèse injectée en routine afin d'accélérer et de forcer le processus de séparation physiologique. Séparé, donc considéré comme séparable, le nouveau-né est emmené à distance de sa mère pour être examiné. Il lui sera rendu après avoir subi des soins, parfois dispensables, ou à tout le moins qui auraient pu être réalisés dans l'environnement familier de l'enfant, à savoir le corps de sa mère. La première rupture est donc celle de l'entité mère-enfant, que j'attache en enlevant le « e » de mère, qui est pourtant un écosystème à part entière aux interactions biochimiques subtiles. La sage-femme, l'obstétricien ou l'auxiliaire de puériculture sont dès lors les premiers agents de la culture intervenant auprès de l'enfant. Et l'acte inaugural de la socialisation de l'enfant est sa séparation d'avec le corps de sa mère, son exil de son biotope premier, sa terre natale, pour reprendre une très jolie expression de Niels Bergman. Par la suite, il s'agira de poser le bébé, ne pas l'avoir dans les bras ou ne pas l'avoir sur les bras, de le faire dormir seul, de le sevrer, c'est-à-dire d'arrêter l'allaitement, alors même que la norme biologique de l'espèce humaine est le portage, le sommeil collectif ou partagé, l'allaitement, s'il est utile de le rappeler. Il s'agit d'introduire des ruptures répétées dans le continuum physiologique de l'entité mère-enfant et d'introduire des médiations dans la relation physiologique, médiation faite d'objets médiateurs, tétine, biberon, poussette, je vous laisse imaginer, donc dont l'objectif est de défaire la fusion, qui est vraiment un mot qui fait très très peur. Ces pratiques de séparation sont justifiées dans les discours institutionnels et culturels de diverses manières. D'abord de manière extrinsèque, par la croyance, et j'insiste sur le fait qu'il s'agit bien de croyance, qu'elle favoriserait l'autonomie et la socialisation de l'enfant, grande finalité de l'éducation. Ensuite, de manière intrinsèque, par la croyance que l'enfant en aurait besoin pour se développer adéquatement, les pratiques de continuité physiologique, versus celles de séparation, étant considérées comme néfastes au développement de l'enfant. Yes. Les ruptures dans le continuum physiologique, on peut aussi employer le terme écologique, mais comme je n'ai pas le temps de l'expliquer, je vais plutôt choisir d'employer le mot physiologique, sont en effet considérées comme essentielles au développement physique, psychique, émotionnel et au devenir social de l'enfant.
On retrouve le thème et le champ lexical de la séparation dans de nombreux discours spécialisés ou profanes, fictionnels ou non, sur la petite enfance, les conseils et manuels de puériculture, les formations des professionnels de la petite enfance, les magazines parentaux. Ces discours ont tendance à valoriser et à encourager les pratiques de séparation et, à l'inverse, à dévaloriser et décourager les pratiques de continuité physiologique. Ne moque-t-on pas un enfant qui tète encore, qui est collé ou accroché à sa mère, qui ne dort pas tout seul ? La formule « couper le cordon ombilical » est assez emblématique du thème de la séparation. Le cordon ombilical symbolise la condition première de l'humain, et même sa condition tout court en réalité, à savoir son état de dépendance absolue vis-à-vis des autres, sans lesquels sa survie est impossible. Et c'est de cette dépendance, donc du lien, qu'il s'agirait de se désaliéner. Associé au thème de la séparation, on retrouve le thème de l'isolement ou de la solitude, qu'on a un petit peu évoqué hier avec Marc-André Coton. Dormir seul dans sa chambre, s'endormir tout seul, se calmer tout seul, rester seul dans son lit, jouer tout seul et calmement dans sa chambre, gérer ses émotions tout seul, faire tout seul, se consoler, se solacier tout seul, etc. Le retrait de liens ou les liens parcimonieux, c'est en réalité un régime qu'il subit dès la naissance, qu'elle subit dès la naissance. Il est assez significatif dans ce contexte que l'élément séparateur soit le dit père de l'enfant ou toute autre figure patriarcale, par exemple le médecin, l'expert, l'État. Élément séparateur qui est donc facteur de dénaturalisation, de désanimalisation, c'est-à-dire de socialisation. Émanciper le tout petit, le rendre humain, c'est l'extraire de sa condition animale et biologique. Nous avons vu qu'au niveau individuel, il s'agit de séparations de type biologique, car elles interviennent au sein d'une relation de dépendance biologique, forte du plus jeune vis-à-vis du plus âgé. Mais au niveau collectif, il s'agit de séparer matériellement la population des plus jeunes de celle des adultes dans des lieux dédiés. Des crèches, des écoles, des colonies de vacances, des centres de loisirs, des clubs sportifs et autres espaces destinés aux enfants. Mais il s'agit également de les exclure de certains lieux réputés réservés aux adultes, ne serait-ce qu'en ne concevant pas les lieux et l'urbanisme comme inclusifs et adaptés à toutes les catégories de population. J'ai entendu récemment une histoire d'enfants exclus de musées parce qu'ils n'étaient pas accompagnés. Et donc il s'agit aussi de créer des couloirs de circulation réservés aux jeunes, couloirs relativement hermétiques qui permettent de les canaliser, les orienter et de croiser les espaces des adultes de manière réglée et prévisible. Pas d'enfants soudainement là, alors qu'ils ne sont pas censés être là. Les enfants sont ainsi éduqués et socialisés en étant séparés du monde des adultes et leurs relations avec les rares adultes auxquels ils ont affaire sont rigoureusement normées et codifiées dans le cadre de rapports hiérarchiques et de subalternité. L'éducation est dès lors une suite de processus séparatoires au préalable desquels sont opérés des actes nécessaires de coupe et de rupture dans l'intime du corps et des liens. Elle est la poursuite de la logique séparatoire depuis la sphère biologique vers la sphère sociale. Séparé physiquement des adultes, l'enfant l'est également symboliquement par l'élaboration de théories sur la nature de l'enfant et sur son développement. Théorie postulant sa différence par rapport à l'adulte, différence au sens presque mathématique de l'opération arithmétique, moins, c'est-à-dire ce qu'il a en moins. Toute différence étant malheureusement transformée en inégalité. Bon, nous l'avons évoqué hier, aussi son incomplétude, son insuffisance, sa vulnérabilité, la nécessité d'un traitement exceptionnel justifiant son hétéronomie, c'est-à-dire sa soumission à la loi et à l'ordre adulte. Il en résulte une séparation juridique, un système de droit différentiel consistant en fait en une réduction, un retranchement de droits, une dérogation aux droits fondamentaux, comme l'explique Christine Delphi et comme nous l'a rappelé Yves Bonardel hier, un régime d'exception aux droits communs, comme par exemple l'impossibilité de voter avant 18 ans ou d'exercer certains droits sans l'autorisation parentale. C'est ce qu'on appelle en France et ailleurs la minorité, ce qui n'est rien moins qu'une privation de droits. Et quoi, me direz-vous? Quel est le problème? Le problème, c'est que tous ces procédés séparatoires sont source de souffrance physique et psychique chez l'enfant, et donc de traumatismes complexes. Le succès de ces pratiques que l'on peut qualifier de mutilantes sur le plan des liens humains, et parce qu'elles portent atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'enfant, n'est-il pas dû au fait que les expériences traumatisantes de l'enfance, on peut aussi appeler Child Adverse Experiences, comme on l'a évoqué hier, déclenchent des mécanismes de sidération, des mécanismes de survie, qui sont des conditions nécessaires pour obtenir aussi bien la soumission
que le comportement agressif, qualités essentielles des sociétés guerrières et inégalitaires. Michel Audin a pu ainsi évoquer l'idée d'un avantage évolutif des pratiques de séparation, aka socialisation, pour les sociétés structurées par des dominations. Second procédé, contenir. Donc, dans la littérature aussi bien spécialisée que grand public sur le sujet, la jeunesse est alternativement considérée, toujours en général selon l'âge du juvénile, comme une faiblesse qu'il s'agit de pallier par la mise en place de toutes sortes de tuteurs ou de prothèses, en définitive physiques, même quand ils se présentent d'abord comme symboliques, sans lesquels les enfants ne pousseraient pas droit. Ou alors on les considère comme une force brute qu'il s'agit de contenir par divers dispositifs de dérivation ou de canalisation, voire simplement de coercition. Ici, on peut retrouver le thème du sauvage en l'enfant ou celui du mâle en l'enfant, décrit de manière particulièrement pertinente par Sylvie Vermeulen. Olivier Morel également, dans son ouvrage « Oui, la nature humaine est bonne », décrit la contribution de Saint-Augustin dans la croyance selon laquelle le mal serait en l'enfant et qu'il s'agirait de l'en exorciser en quelque sorte par l'éducation, c'est-à-dire, à cette époque en tout cas, par les châtiments corporels, les violences sexuelles et d'autres mécanismes de contrôle. Liés au sauvage, on retrouve également dans la littérature les thèmes du débordement et de l'excès. Débordement ou excès des émotions, des énergies, des hormones aussi. Ça, c'est un truc qu'on raconte beaucoup aux adolescents. Ils sont totalement submergés de leurs hormones, ça les rend fous, les pauvres. Ils ne savent plus raisonner. Enfin, contenir, c'est à la fois brider et canaliser, entraver, dériver. On retrouve également l'image de la matière brute à laquelle le sculpteur-éducateur doit donner forme harmonieuse ou encore celle du fleuve bouillonnant à domestiquer, voire à exploiter par diverses installations, barrages, digues, canalisations. C'est par exemple ce que suggère la littérature sur la gestion ou la régulation des émotions, dont les enfants sont réputés être particulièrement victimes. Pas de la littérature, quoique, mais de l'idée de la régulation, des émotions, pardon. Je pense que si les adultes devaient subir le quart des frustrations imposées en routine de façon tout à fait non nécessaire aux plus jeunes, ils pèteraient un câble aussi, si je puis me permettre cette familiarité. Avec des conséquences bien plus dramatiques, et d'ailleurs cela arrive régulièrement. Évidemment qu'il existe une phase de la maturation du cerveau à partir de laquelle l'enfant exprime ses émotions de façon moins démonstrative, mais pourquoi employer ces termes qui suggèrent que les émotions, c'est mal, et que grandir, c'est brider les émotions? Deux autres termes importants appartenant au champ lexical de la contention sont cadre et limite. La littérature sur le parenting en fait un usage abondant. Les enfants auraient besoin d'un cadre et de limites fixés par les adultes pour bien grandir, ce qui semble une justification a posteriori des cadres et des limites imposées aux enfants du fait de structures sociales hiérarchisées et fondées sur la domination de groupes sur d'autres. Ne dit-on pas d'un enfant quelque peu exubérant qu'il a besoin d'être recadré? Le terme repoussoir laxisme, exact contraire de contentionnisme, exprime toutes les pratiques de laisser faire, laisser couler, laisser déborder, qui seraient préjudiciables aux enfants. Nous rectifions, elles seraient préjudiciables en réalité aux adultes. Des psychologues à la mode prônent ainsi la contention ou le confinement dans un espace, la chambre, le coin, la salle de classe quand tout le monde est à la récré, l'heure de colle, time out, file dans ta chambre, etc. D'autres prônent la notion de place de l'enfant, remettre un enfant à sa place, ce n'est pas la place d'un enfant, suggérant que des espaces lui sont réservés et qu'il doit être exclu de certains autres. La place de l'enfant, on la connaît bien, c'est à l'école. Je pense à cette anecdote rapportée par une mère de ma connaissance, quand le maire de la ville, le maire émaillère de la ville, a croisé son enfant au village à vélo, profitant d'une balade, plutôt que d'être à l'école, il a immédiatement appelé les gendarmes, car il y avait un enfant dehors. En Allemagne, par exemple, la police vient effectivement chercher l'enfant qui n'est pas à l'école. Et en France, il faut désormais l'autorisation à l'autorité compétente en matière d'éducation. Notez que les parents ne sont pas compétents, eux, en matière d'éducation. Donc il faut leur autorité pour ne pas aller à l'école. Par ailleurs, la place de l'enfant, c'est surtout pas celle de l'adulte. Remettre un enfant à sa place, c'est lui rappeler qu'il n'est qu'un enfant et qu'il n'a pas le droit de performer l'adulte ou de marcher sur ses plates-bandes, c'est-à-dire de jouir de ses privilèges. Pour contenir les adultes, n'hésite pas à recourir à des pratiques coercitives et violentes. Coups, contraintes physiques, privations, chantage, menaces, punitions. Après avoir eu un recours princeps à la force brute, l'enfant s'autodiscipline et s'autocontient. Parmi les dispositifs de contention et de canalisation des enfants, l'école est, comme je l'évoquais, un des plus importants. Par ses formes propres de contention, elle induit une certaine discipline des corps, des postures contraintes, jambes fixées à une chaise, bras à un cahier, champ de vision restreint.
On pense à comment l'école ordonne et accapare le temps de l'enfant, comment elle ordonne ses heures de réveil et de coucher, les moments où il pourrait satisfaire ses besoins physiologiques de nutrition, d'élimination, d'exercice physique, de sommeil, de repos. Comment elle ordonne son espace avec ses déplacements sur des trajets balisés, la cour de l'école, la salle de classe. Les dits, loisirs et autres activités extrascolaires participent également à la canalisation des jeunes que l'on ne veut surtout pas voir dans les rues. Comme l'explique le psychologue Peter Gray, le jeu libre a disparu du paysage des activités enfantines. En dehors de l'école, en tant que lieu étant scolaire, et en dehors des lieux extrascolaires, le jeune est persona non grata. Comme le montre toujours Peter Gray, les jeunes ont peu à peu été exclus de l'espace public au cours des 100 dernières années, jusqu'à en être totalement disparus. Exclus de l'espace public, de l'espace commun, les enfants se retrouvent dans des réserves, comme l'explique le philosophe Bertrand Stern. Des endroits réservés, spécialement conçus pour eux, des sanctuaires, comme on le dit de l'école, des enceintes censées les protéger, comme il en est des réserves naturelles ou des réserves amérindiens, qu'il s'agit de protéger de quoi? Des humains? De l'homme blanc? La réserve implique également l'idée que les enfants sont mis à part, en attente de, en suspens, différant leur contribution à la vie sociale et économique de la communauté. On pourrait aussi employer la métaphore comptable de l'immobilisation pour ceux qui connaissent la compta. Or, le but de ces réserves semble davantage de confiner les enfants dans un espace facile à contrôler. Nous sommes ainsi rendus au troisième procédé qu'appelle le dispositif de contention surveillé. Dans les structures qui les contiennent en journée, comme au sein de leur famille, les jeunes sont constamment surveillés, scrutés, observés et évalués pour vérifier qu'ils ne sortent pas des couloirs physiques et symboliques prévus pour eux. Comme j'ai dit, école, classe, salle de classe, etc. Pour cela, nous avons des gardiens, gardiennes, des surveillants, des enseignants, des entraîneurs et entraîneuses. L'architecture scolaire est en général pensée pour faciliter la surveillance. Combien d'écoles ressemblent à des prisons avec leurs postes d'observation surélevés, tels les miradors? On surveille tous leurs faits et gestes, leurs affaires, leurs fréquentations, la façon dont ils emploient leur temps, leur argent, dont ils habitent leur espace. Dès la plus tendre enfance, ils tombent sous les lunettes scrutatrices d'une théorie d'experts surveillant leur bon développement, leur bonne insertion dans des classes, dans des cases, des courbes, des tableaux. Toute cette surveillance implique des mesures, des examens, des diagnostics, des évaluations. La surveillance de premier niveau se double d'une métasurveillance par des institutions dédiées, comme l'éducation nationale, mais aussi les institutions médicales, dont les PMI, dont un des objectifs de ces institutions, notez bien, est de s'assurer que les surveillants de premier niveau ou de bas niveau, les surveillants au rabais, performent correctement l'autorité qui leur est conférée de séparer et de contenir, à savoir les parents. L'évaluation comme phénomène secondaire à la surveillance permet un renforcement des premiers phénomènes de séparation et de contention, en ce qu'elle classe et hiérarchise les individus, reconduisant au demeurant les inégalités sociales. L'interdiction de la tricherie est un exemple assez emblématique de l'effort séparatoire, et ce faisant dépolitisant. Interdire la tricherie, c'est empêcher les jeunes de s'allier en les isolant. Il est intéressant de noter qu'éduquer consiste globalement en séparer, contenir et surveiller les jeunes. L'éducation n'est-elle pas dès lors une forme particulièrement sophistiquée et détournée de domination et d'oppression des plus jeunes? Ordinairement éduqués, les jeunes sont donc ordinairement dominés, mais surtout ordinairement violentés, ordinairement minorisés, dans une société systémiquement misopède. C'est ainsi que j'ai proposé ce que j'ai appelé le syllogisme de l'oppression des jeunes. Proposition A, l'éducation est le cadre indépassable de toute interaction avec un enfant. Proposition B, la violence est inhérente au geste éducatif qui sépare, contient, surveille. Conclusion, inférence, les jeunes ordinairement éduqués sont donc ordinairement violentés. En réalité, l'éducationnisme, le « il faut éduquer », est une idéologie historiquement liée à la mise en place de sociétés hiérarchisées, dominatrices, colonisatrices, oppressives et violentes. Comme le montrent Gustavo Esteva et Madhusuri Prakash, l'idéologie éducationniste a été et demeure le cheval de Troie de la globalisation et du néocolonialisme capitaliste qui ont forcé les portes des cultures et sociétés traditionnelles. Les programmes d'éducation, armes de destruction massive du capitalisme, constituent dès lors une véritable agression envers les cultures autochtones. Gérard Mendel nous dit « L'enfant est lui aussi un colonisé. Et pas plus que le colonisé, il ne peut élaborer sa propre culture, développer ses richesses propres, puisque la culture des adultes l'étouffe, puisque les adultes l'exploitent. Séparés des adultes et massivement regroupés par la scolarisation en une classe d'âge devenue classe sociale, nouvelle classe d'opprimés, les jeunes seraient-ils voués à se muer progressivement en classe politique?
Sans doute est-ce souhaitable. Je voudrais finir juste par une réflexion sur l'enfance. Même si nombre des caractéristiques de l'enfance sont culturellement construites et servent à justifier la mise sous tutelle des jeunes, d'autres, liées à leur développement physique, sont plus pertinentes. Dans ce nouveau modèle, l'enfance possède une valeur et des richesses qui lui sont propres et qui sont indispensables à l'adulte, comme la curiosité, la spontanéité, une certaine irrationalité. Il s'agira notamment, par sa valorisation, de permettre l'épanouissement et de favoriser la persistance d'un état d'enfance toute la vie durant. Car il n'y a pas d'adulte en soi, ni d'enfant en soi, seulement des caractères neurobiologiques et sexuels étouffés ici, développés là. L'enfant peut avoir beaucoup de l'adulte en soi, tout comme l'adulte peut avoir beaucoup de l'enfant en soi. Merci.